Depuis la première Coupe du Monde en 1930, 17 pays ont eu l'occasion d'organiser ou de co-organiser le plus grand événement planétaire, la Coupe du Monde de football. Source de visibilité internationale, candidature et mode de fonctionnement, comment est attribuée une Coupe du Monde et pourquoi se porter candidat à l'organisation d'un mondial? Générique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous revoir pour le deuxième épisode de DCDM Destination Coupe du Monde. Après l'histoire de la Coupe du Monde la semaine dernière, on se pose aujourd'hui la question de comment est attribuée une Coupe du Monde. Comment un pays présente son projet, pourquoi le fait-il et comment la FIFA juge-t-elle les candidatures. Installez-vous confortablement, n'hésitez pas à cliquer sur tous ces petits boutons, le like, l'abonnement, la cloche, c'est rapide et gratuit, ça me soutient. Et si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes de DCDM, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va diviser la vidéo en plusieurs chapitres. On parlera d'abord des règles FIFA, comment on vote, quels sont les aspects pris en compte et comment est accueillie la candidature. Deuxième chapitre, pourquoi c'est intéressant pour le pays hôte d'organiser le mondial, comment il le fait pour préparer son projet. Troisième point, on verra les obtentions des deux prochaines Coupes du Monde, donc 2026 et 2030. Et enfin, on parlera des critiques et des polémiques liées à l'attribution par la FIFA. Pour commencer cette vidéo et répondre à notre première question, comment est attribuée une Coupe du Monde? Il faut se pencher sur les règles de la FIFA et la modalité de vote. Alors en 2013, les attributions pour les Coupes du Monde 2014, 2018 et 2022 ont été votées par le comité exécutif de la FIFA, donc l'organe véritablement dirigeant de l'instance. Mais après le scandale du FIFA Gate et les accusations de corruption qui touchent quand même, je le tiens à préciser, 5 des 7 dernières attributions de Coupe du Monde, la FIFA a réformé sa modalité de vote. Depuis 2013, l'attribution ne se fait plus via les membres du comité exécutif de la FIFA, qui était une petite vingtaine, 20-25, mais par les délégués de l'ensemble des membres de la FIFA, c'est-à-dire les membres des un peu plus de 200 pays de l'organisation. Ce sont ces délégués qui ont voté en 2018 pour le trio Canada, USA, Mexique pour 2026. Donc on a un mode de vote depuis 2013 un petit peu plus logique, j'ai envie de dire. Ça, c'est pour les modalités de vote. Maintenant, voyons comment l'organisation traite les candidatures, parce qu'elle en reçoit plusieurs et il y a un écrémage souvent, puisqu'il y a des paramètres qui rentrent en compte pour accueillir la compétition. 30% de l'évaluation porte sur des aspects commerciaux, ça comprend les revenus des ventes de billets, des droits médias et marketing, et 70% sur les infrastructures, transport, hébergement, installation pour les équipes et les parties prenantes, et puis bien sûr les stades qui représentent 35% de ces 70%. Bien sûr, s'ajoutent aussi des critères sécuritaires pour protéger l'événement, on ne va pas faire la Coupe du Monde dans un pays en guerre. Donc vous voyez, il y a cette première phase qui va être scrutée par la FIFA, phase durant laquelle les pays candidats vont préparer leur dossier en lien avec les acteurs du sport et de l'événement, les pouvoirs publics, les fédérations, etc. Le groupe de travail en charge de l'évaluation à la FIFA va donc calculer le score des candidatures et garder les pays qui ont un score suffisant. Une fois que cette phase est faite, s'il n'y a pas de désistement et une fois que la date butoir est passée, il y a ce fameux vote lors du congrès de la FIFA, vote qui nécessite d'avoir la majorité qualifiée. En 2018, pour le vote de la Coupe du Monde 2026, il fallait obtenir minimum 104 voix pour gagner l'obtention de la Coupe du Monde. Mais une autre règle s'ajoute depuis une décision du comité exécutif de la FIFA décidée en 2003, c'est le fameux principe de rotation des continents. Eh oui, si vous êtes un pays européen et que vous souhaitez organiser le mondial, même si vous avez la meilleure candidature, un projet en béton, si c'est un pays européen qui a organisé avant le mondial, lors de l'édition précédente, vous ne pouvez pas être candidat. Ça s'inscrit dans l'idée qu'on avait présentée dans l'épisode 1, c'est l'ouverture sur les nouveaux mondes, une volonté de diversité. En 2002, la Corée du Sud et le Japon ont organisé la première Coupe du Monde conjointe de l'histoire sur le continent asiatique, première fois qu'un mondial quittait le sol européen et américain. Alors la FIFA avait ensuite abandonné cette idée de Coupe du Monde conjointe avant de la réautoriser et on en parlera après parce que ça va toucher les compétitions futures. En 2010, pour la première fois de l'histoire, la Coupe du Monde débarque en Afrique et ne devait débarquer qu'en Afrique de toute façon puisqu'avec le roulement des continents qui entrait en vigueur, seuls des pays africains étaient candidats pour l'obtention de la Coupe du Monde 2010, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc, et c'est donc l'Afrique du Sud qui a remporté les élections.
Après l'Asie en 2002, l'Europe en 2006 et l'Afrique en 2010, 2014 se devait de retourner sur le continent sud-américain et le Brésil fut le seul candidat, pas eu besoin d'élection pour désigner le pays hôte. On est retourné en Europe en 2018 avec la Russie, on a joué quasiment tous les matchs dans la partie européenne du pays et en 2022 on a choisi le Qatar, élu parce qu'il est un pays riche et qu'il peut rapporter gros à la FIFA, il faut dire la vérité. Je trouve ça extrêmement dommageable qu'on n'ait pas retenu le Maroc après 5 échecs parce que le Maroc, ils ont des stades, une riche histoire, ils ont une vraie culture foot, une culture tout court vraiment merveilleuse. Il aurait été le parfait ambassadeur pour le premier mondial du monde arabe. Voilà pour ce premier chapitre qui vous a présenté dans les grandes lignes l'attribution. Maintenant, quel est l'intérêt pour un pays d'organiser la Coupe du Monde? Et on va surtout étudier le cas d'un pays, l'Afrique du Sud en 2010. Organiser la Coupe du Monde, c'est une véritable visibilité internationale. Le premier regard que l'on porte sur un pays. Si je vous dis les villes Pretoria, Johannesburg, Le Cap, Durban, ça vous rappelle peut-être des souvenirs, mais sans doute des villes dont vous n'avez entendu le nom que pour du football. C'est un élément de reconnaissance internationale, un moyen pour le pays, pour l'État, de prendre du poids politiquement parce qu'organiser une Coupe du Monde, c'est politique, c'est s'affirmer sur la scène internationale. Le sport fait partie des moyens d'action du pouvoir doux, le soft power, concept élaboré par le théoricien américain Joseph Nye, qui est la capacité d'un État à influencer et orienter les relations internationales en sa faveur par un ensemble de moyens autres que coercitifs comme la force. Donc pour l'Afrique du Sud, la Coupe du Monde, c'était sa vitrine. En audience cumulée, je vous le rappelle, un mondial de football, c'est 30 milliards de téléspectateurs en cumulé, bien sûr. On présentait aux yeux du monde le pays et c'était tout un symbole en plus que ce soit l'Afrique du Sud qui avait connu une période terrible d'apartheid dans la seconde moitié du XXe siècle et qui a vu la grande figure qu'est Nelson Mandela se mobiliser pour permettre à son pays d'organiser la compétition. Donc cette Coupe du Monde s'ouvrait vraiment dans l'optimisme, dans la communion, tout ce qu'il faut pour véhiculer une belle image du pays. Derrière la symbolique politique, la Coupe du Monde rapporte aussi des gains économiques et financiers. La Coupe du Monde a rapporté immédiatement 5 milliards de recettes à l'Afrique du Sud, qui avait déboursé 3 milliards pour accueillir l'événement. 3 milliards de dollars. On a donc des avantages à court terme, mais on peut se poser la question aussi du long terme, notamment quand on voit l'évolution du tourisme en Afrique du Sud. Il y avait 6 millions de touristes en 2003, en 2012, donc moins de 10 ans après, on est passé à 13 millions, plus du double. Est-ce l'effet Coupe du Monde ? Probablement que ça joue, mais c'est sûr que pour la santé économique du pays hôte, c'est positif. D'ailleurs, l'Afrique du Sud fait partie, alors aujourd'hui ça a un peu moins de signification, mais depuis 2011, elle est désignée dans le groupe des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, groupe de pays émergents ou réémergents. Donc un pays hôte a tout intérêt à organiser le mondial, car mis à part les JO, seule cette compétition peut conférer une telle notoriété. C'est vraiment l'occasion de mettre en avant ses terres et ses richesses pendant un mois de football, mais bien sûr, il faut surtout que l'événement se passe pour le mieux devant les yeux du monde. On passe au troisième chapitre de cette vidéo, c'est les prochaines Coupes du Monde, celles de 2006 et de 2030. 2006, vous le savez, on connaît déjà les pays organisateurs, je dis bien les pays organisateurs parce que ce sera un trio, États-Unis, Canada, Mexique, avec 10 des 15 stades aux États-Unis. Je rappelle que ce sera une Coupe du Monde unique, première Coupe du Monde à 48 équipes. Et concernant l'attribution de ce mondial, on a eu quand même quelque chose d'absolument hallucinant, c'est des pressions politiques faites par Donald Trump. Et oui, parce que quand la Coupe du Monde a été désignée en 2018, eh bien Trump était toujours le président des États-Unis d'Amérique et il a quand même réussi à faire du chantage à certains pays. Comme vous pouvez le lire sur ce tweet, je cite, « Ce serait une honte que certains pays que nous supportons depuis toujours fassent pression sur l'offre des États-Unis pour le Mondial 2026. Pourquoi devrait-on supporter ces pays quand ils ne nous soutiennent pas ?» Et alors, c'est super intéressant, ce qui est entre parenthèses, y compris à l'ONU, c'est la première fois qu'un président fait de telles pressions. Je ne sais pas si on se rend compte, mais en gros, ça veut dire vous votez pas pour nous, alors ne vous étonnez pas si on vous soutient plus devant les Nations Unies. Ce qui fait que certains pays, notamment arabes, comme l'Arabie Saoudite, le Pakistan, le Koweït, les Émirats Arabes Unis et la Jordanie, n'ont pas voté pour le Maroc, qui était le principal concurrent des États-Unis. C'est assez fou. Concernant le Mondial 2030, pas encore de pays hôtes confirmés, mais beaucoup de candidatures conjointes, officielles et ou pressenties. On a bien sûr, on en a parlé sur la chaîne, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, le Paraguay, le Quatuor pour le centenaire de la Coupe du Monde. Ce sera en 2030, et le centenaire de la première Coupe du Monde de l'histoire qui s'était tenue en Uruguay. Il y a aussi le duo ibérique, Espagne-Portugal, qui est candidat, le quatuor un peu balkanique, Serbie, Grèce, Roumanie, Bulgarie, la Chine aussi qui tôt ou tard accueillera un mondial. On le sait que le pays le prépare, c'est plus un secret. Et puis on a aussi des projets complètement loufoques qui sont pas officiels, comme une organisation commune de l'Arabie Saoudite et de l'Italie, ou de l'Arabie Saoudite, de la Grèce et de l'Égypte. Ça n'a
aucun sens. Mais voilà, en gros, dans les grandes lignes, le nom du pays ou des pays hôtes sera connu en 2024. On en parlera sur la chaîne, bien évidemment. Vous voyez également qu'avec le format à 48 équipes, vu l'augmentation des matchs, du flux de personnes et des coûts, les organisations à plusieurs pays vont être privilégiées, vraisemblablement. Parlons enfin dans notre dernier chapitre des limites, des critiques et des polémiques de l'attribution, parce que forcément, ce sont des sujets aux intérêts immenses pour les pays, leurs hommes politiques et pour la FIFA. Comme je l'ai dit, 5 des 7 dernières attributions sont suspicieuses, liées à des potentiels achats de voix. On peut penser à 2010 pour la désignation du Qatar. La justice cherche toujours à prouver si, lors d'une réunion sous les auspices de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, un pacte corruptif aurait été conclu entre Michel Platini, alors président de l'UEFA, l'actuel émir du Qatar ainsi que son Premier ministre. Platini aurait pu confirmer durant ce rendez-vous qu'il ne voterait pas pour les États-Unis mais bien pour le Qatar. Et je tiens à préciser que ce n'est pas pour cette affaire que Platini a été innocenté cette année. Je vous mettrai un lien d'un article en description si vous voulez vous intéresser à cette question polémique du Qatar 2022. Toutefois, il ne faut pas non plus faire une fixette sur le Qatar sur cette question de l'attribution parce que l'Allemagne en 2006 ou l'Afrique du Sud en 2010 ont aussi leurs accusations. Malheureusement, ce sont des choses récurrentes qui se réduiront peut-être, je l'espère. Je rappelle que pour les dernières Coupes du Monde, on avait un mode d'attribution très réduit avec une vingtaine de personnes qui votaient seulement. Donc c'était plus facile d'acheter des voix ou en tout cas d'orienter les votes. Depuis 2013, on a voté qu'une seule Coupe du Monde, qu'une seule attribution, celle 2026 avec ce mode-là. Ça se fait, comme on l'a vu, via les plus de 200 délégations des pays de la FIFA. Peut-être un peu plus démocratique et moins sujet aux collisions. Enfin, pour terminer, ça me semble intéressant de voir que la FIFA, historiquement, n'a pas forcément de scrupules pour désigner son pays hôte. Bien sûr, le Qatar 2022 est entaché de scandales éthiques et moraux, de la mort de milliers de travailleurs dans des conditions absolument atroces, de scandales écologiques actuels et futurs très probables. Bref, une Coupe du Monde dont le mode d'organisation est honteux, on en a déjà parlé sur la chaîne, petite fiche en haut à droite, c'est pas nouveau. En 2018, la Russie de Vladimir Poutine est un régime autoritaire où les opposants politiques sont muselés, voire tués. En 1978, on organise le mondial dans l'Argentine dictatoriale de Videla, qui est une vraie atrocité. En 1934, la Coupe du Monde a lieu dans l'Italie fasciste de Mussolini, qui va utiliser d'ailleurs la Coupe du Monde pour étendre son pouvoir. Et puis beaucoup ne le savent pas parce que la guerre a annulé le projet, mais l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler avait été retenue par la FIFA comme potentiel candidat pour organiser la Coupe du Monde 1942. Donc c'est malheureusement pas nouveau, la FIFA a parfois flirté avec des pays moralement condamnables. Voilà les amis pour la fin de DCDM épisode 2, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On se retrouve dès le 20 septembre pour l'épisode 3 et on parlera de toutes les infos, faits et stats à retenir avant le coup d'envoi du Mondial 2022. C'est tout pour moi, excellent week-end à toutes et à tous et profitez des vôtres. Ciao.